Le 24 mondial, c'est sur Gabon 24, nulle part ailleurs. C'est le programme qui vous permet de discuter de la question du football. On va parler aujourd'hui encore du 23e mondial, de l'histoire de cette compétition-là. On va parler de ce mondial à 48 équipes et à 3 pays organisateurs. Hier, il y a eu une autre journée. Nous, il y a eu un autre jour de match, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que c'est toujours la première journée. Pendant ce jour de match, il y a eu 4 rencontres que nous allons débriefer avec vous avant de nous projeter sur la journée d'aujourd'hui qui commence souvent en début de soirée pour aller se terminer très tôt le matin. Si vous êtes sur Gabon 24, vous faites bien parce que je suis avec Habib Romandon, notre consultant spécial pour la question du mondial 2026. Habib, bienvenue. Merci, M. Debo. C'est un plaisir, c'est toujours un plaisir d'être avec vous sur ce plateau afin de parler de la Coupe du Monde qui se déroule actuellement dans ces 3 pays. Une première dans l'histoire, on va essayer d'en profiter le plus possible. Il y a eu 4 matchs entre hier et aujourd'hui, 4 matchs nuls. Pas facile d'analyser, mais pour le boulot, nous sommes là, on va en parler, éclairer le plus possible les téléspectateurs. Très bien, on va parler justement du groupe H aujourd'hui. Habib Romandon, le groupe H qui va nous intéresser particulièrement parce que c'est le groupe qui a disputé ces matchs-là hier. En tout cas, une bonne partie s'est déroulée avec Espagne, Cap-Vert, Arabie Saoudite, Uruguay qu'on a eu hier. On a d'ailleurs une affiche pour cela avec la régie des 4 matchs nuls, 1-0-0, 1-1-1 et puis 2 matchs à 2 buts partout. C'était... Je ne sais même pas si c'est quoi la bonne expression. J'ai failli dire inespéré, mais inespéré, c'est pour les gens qui espèrent quand même que ça arrive. Mais c'était quand même incroyable ce qui s'est passé. On va commencer d'ailleurs par ce match Espagne-Cap-Vert. Score inattendu, Habib. Non seulement il n'y a pas de but dans ce match, mais il n'y a même pas de victoire pour le favori. Vous l'avez dit hier, Habib, que l'Espagne, c'est l'un des gros favoris de ce mondial. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qu'on pouvait déjà redouter de cette équipe d'Espagne-là, c'est l'inefficacité devant, en l'absence peut-être de 2 sur 3 des leaders offensifs de cette équipe. En l'occurrence, Lamine Yamal et Nico Williams. Les deux étant blessés avec leur club sur la fin de saison. Ils n'étaient pas remis à temps, mais ils étaient entrés en jeu vers la fin du match, soit 11e minute et 86e pour Yamal et Nico Williams respectivement. Donc sur ce match, on a une équipe d'Espagne assez dominatrice comme à leur habitude, mais ils ont péché dans l'efficacité offensive et beaucoup de possessions, sont 15% de possession quand même. Mais comme je dis, Gavi sur le côté gauche, pas très productif offensivement. Ferran Torres, on connaît ses limites offensivement en termes de création d'occasion, en termes de conversion de but. Et ça n'a pas manqué hier. Cette équipe a fait un match de 0 but marqué malgré les 75% de possession, beaucoup de passes dans les matchs. C'était très compliqué. Et l'équipe de Cap-Vert aussi, qui pour la première fois dans cette compétition a fait vraiment une bonne figure, a tenu bon. Face à cette équipe d'Espagne, a tenu bon à profiter des occasions de contre-attaque pour essayer de faire le plus de dégâts possible. Malheureusement, ils n'ont pas marqué ce but, mais quand même prendre un match nul contre le favori numéro 1, c'est déjà très bien pour l'équipe africaine. Un bon mondial, donc un mondial qui démarre bien pour le Cap-Vert. Je pense même qu'on aurait dû emboîter cette question de ce match dans le sens du Cap-Vert plutôt que de l'Espagne. Mais vous l'avez dit, Habib, l'Espagne, c'est quand même l'un des favoris de ce mondial lorsque vous avez Lamine Yamal dans vos rangs, lorsque vous avez un bon nombre de joueurs du FC Barcelone qui sont quand même parmi les meilleurs en termes de formation de jeunes, équipe faite jeune avec beaucoup de Barcelonais comme d'habitude. On s'attendait à ce qu'ils aient le ballon, ils l'ont eu, 75% comme vous l'avez dit. D'ailleurs, on a le tableau statistique de cette rencontre-là. Je crois bien que ça va nous permettre d'avoir le regard sur les chiffres et sur les nombres exactement qui ont été inscrits par ces deux équipes. 23 tirs de la part de l'Espagne, 8 cadrés, 62% de possession. Ça, c'est ce que nous, on a révélé. Mais je pense que les 75 dont vous parliez, c'était on va dire la possession la plus haute du match. C'est ce qu'on a atteint à un moment donné. 764 passes. Bon, ce sont des chiffres qui n'étonnent plus, le nombre de passes de l'Espagne. On est habitué à ça. Mais un chien qui a aboyé, mais qui est capable de mordre. Qui n'a pas mordu, effectivement, c'est cela. Cette équipe d'Espagne, toutefois, on est déjà habitué à la voir assez dominer outrageusement les équipes, notamment une équipe assez faible sur le papier, comme le Cap-Vert. Dominer, ce n'est plus la question, ce n'est pas ce à quoi on s'attend aujourd'hui de l'Espagne. On s'attend à ce que l'Espagne gagne ces matchs en tant que favori numéro 1 de ce mondial. Et hier, ils ont pêché dans la finition.
Et on peut amputer cette contre-performance, cette grosse contre-performance aux absences de leur leader offensif. Mais même dans le jeu, on a l'impression qu'on voit une équipe qui joue un peu la baballe, un football stérile, de droite à gauche, on n'arrive pas à percer la défense capverdienne. Mais quand même, il y a quand même des motifs d'espoir parce que forcément avec les matchs qui vont se suivre, Lamine Yamal, qui va certainement revenir titulaire, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Sinon le meilleur joueur du monde actuellement, Nico Williams, c'est le meilleur ailier percutant au monde aussi également, qui vont forcément revenir à un bon niveau, sinon un très bon niveau, afin d'accompagner cette équipe d'Espagne qui est toujours favorite. Si on regarde les autres équipes qui composent la poule, elle reste favorite et peut toujours être premier de cette poule-là. Parlons du Cap-Vert, premier mondial, premier point récolté, et pas contre n'importe qui, pas face à n'importe qui. C'était un match héroïque quand même de la part du Cap-Vert sur le plan défensif. On parle souvent de l'animation offensive et lorsqu'on parle de football, généralement dans le monde, on aime bien vanter les équipes, les grosses attaques. On a parlé de l'ailier que peut être Nico Williams, du super joueur que peut être Lamine Yamal, du milieu de terrain espagnol. Mais la capacité à avoir une animation défensive, à fermer les espaces, à empêcher cette équipe-là de jouer 23 tirs quand même, 8 seulement cadrés. Et on présume que sur les 8, il y en a quand même quelques-uns qui n'étaient pas vraiment des frappes dangereuses. Il y a eu un gardien de très haut niveau qui finit homme du match d'après la FIFA. Il faut quand même leur donner ce crédit-là. Bien sûr, il faut donner du crédit, vraiment beaucoup de crédit déjà. Quand tu vois déjà l'adversaire en face, l'Espagne, même si on n'a pas un plan de jeu défini, on n'a rien comme information, dès que tu vois 0-0 contre l'Espagne, il faut forcément donner du crédit à cette équipe. Encore plus le gardien capverdien qui a fait un super match et il faut lui reconnaître ça. Et le Cap-Vert a tenu bon. Défensivement, c'était assez solide, compact. Le plus possible, ils ont essayé. Même si offensivement, c'était un peu compliqué, notamment l'attaquant de pointe qui était tout le temps isolé, Livramento, tout le temps isolé du reste de l'équipe, mais il a fait les efforts. Il a beaucoup couru dans ce match-là et ils ont mérité de faire ce match-là. Donc, pour le Cap-Vert, ils ont mérité de faire ce match-là. Même si l'Espagne ne doit pas faire un match nul, le Cap-Vert a mérité le point qu'ils ont pris pour leur premier mondial. Un grand point important pour eux. L'autre match du groupe H, c'est les deux autres équipes de ce groupe-là dont vous parliez tout à l'heure. L'Arabie Saoudite, ça va être une autre possibilité pour l'Espagne d'avoir des points. Quand on sait qu'elle est quand même dangereuse, cette Arabie Saoudite qui avait réussi à aussi prendre des points, à prendre 3 points d'ailleurs face à l'Argentine il y a de cela 4 ans. Arabie Saoudite-Uruguay, autre rencontre nulle. On a aussi à l'affiche de ce match 2 buts partout. Non content de tenir l'Uruguay en échec, ils ont pu planter 2 buts quand même à l'Uruguay. Ils vont commencer à être effrayants, hein, cette Arabie Saoudite. Et moi, je m'en souviens, et il y a de cela quelques années, contre l'Allemagne, ça avait fait 8-0, ça avait fait le tour du monde. Et là, ce n'est plus la même Arabie Saoudite. Pas du tout, pas du tout. Décidément, quand une équipe progresse avec le temps, le football aussi du championnat Arabie Saoudite qui évolue, forcément, on voit beaucoup plus de joueurs qui émergent, des jeunes joueurs beaucoup plus talentueux, une équipe plus structurée, une sélection qui se connaît mieux, qui développe un peu les structures de football. Et aujourd'hui, on voit que cette équipe évolue énormément, notamment en faisant 2-2 avec une équipe uruguayenne qui, sur le papier, était assez équilibrée, mais dans les faits, dans le jeu, n'était pas au niveau. Et je vais vous dire une chose. Hier, dans ce match, on peut dire que l'Arabie Saoudite a manqué de peu le hold-up, de gagner cette rencontre. Donc, on peut donner encore plus de crédit à cette équipe parce qu'elle était à un doigt de faire la différence en fin de match et elle gagne cette rencontre. Et beaucoup de crédit, notamment à l'ancien sélectionneur de l'Arabie Saoudite qui a posé de vraies bases, notamment vers les années 2020, 2022, comme ça, avec des structures tactiques et physiques de cette équipe, Hervé Renard notamment, qui était à la tête de cette sélection entre 2019 et 2023. Il a fait de On va en reparler d'ailleurs avec Renard plus tard dans le match pour d'autres raisons que vous connaissez sûrement ou que vous allez découvrir sur le plateau de l'E24 mondial. Mais oui, avec Renard, et quand même... Il a fait un très bon travail avec cette équipe et l'emmenant notamment au mondial 2022 avec cette victoire dont vous parliez de 1 contre l'Argentine, qui mettait notamment fin à une série de 30 et quelques matchs de l'Argentine. Oui, on ne s'attendait pas à ce que ce soit au mondial en plus, première rencontre, il fallait avoir beaucoup de force et de courage. Mais cette équipe qui se développe et qui continue après le mondial 2022, mondial 2026 maintenant, ils font encore de bons résultats, même si ce n'est pas exceptionnel, mais ils sont sur la bonne voie. On a le tableau statistique de ce match aussi, ça va nous permettre de voir un peu avant de passer à la suite de notre programme sur le 24 mondial et on va certainement aussi regarder tout juste après comment est-ce que le classement se fait, les chiffres de ce match en images.
c'est pas foufou côté Arabie Saoudite, mais on a envie de dire qu'avec cette tir 3 cadrés, c'est l'efficacité quasi maximale, 3 cadrés et 2 buts, alors qu'en face on a 27 tirs et on imagine que ça a dû être... Il y a dû avoir quelques drops quand même dans ce match des frappes en l'air à cause de la précipitation, à cause du fait de voir le match leur échapper alors qu'ils étaient le super favori dans ce match. 10 cadrés seulement sur les 27 frappes, domination à la possession de balle, au nombre de passes, mais domination qui sur le résultat du match ne s'est pas concrétisé. Habib, on va passer à la prochaine partie de le classement. Je parlais du classement. Est-ce qu'on peut avoir le classement avec vous en régie, le classement de ce groupe-là pour se rendre compte que le premier de la poule, c'est l'Uruguay. Mais pourquoi l'Uruguay? Oui, à cause du match nul. L'Uruguay, 2 buts. Donc tout le monde a un point dans cette poule-là parce que tout le monde a fait un match nul. Maintenant, les équipes qui ont eu 2 buts marqués comme l'Uruguay et l'Arabie Saoudite sont en haut du classement et l'Espagne et le Cap-Vert sont en bas du classement. Mais comme on l'a dit hier, c'est un classement, on va dire, indicatif pour le moment parce que ça va forcément bouger un peu plus tard. Tout juste. Ça va forcément bouger, notamment quand tu vois que le troisième de cette poule, c'est l'Espagne. Et quand tu entends Espagne, tu penses d'abord aux premières places. Et il y a encore 2 matchs à jouer dans cette poule, dans ce groupe. Ils vont forcément bouger. On est en droit de s'attendre à ce que ça bouge. C'est l'Espagne quand même, favori encore une fois, numéro 1 de ce mondial. Il y avait des matchs de notre groupe hier, le groupe G. Et dans ces matchs-là, on avait un Iran, Nouvelle-Zélande qui sur le papier n'était pas le match le plus sexy. J'ai envie d'utiliser cette expression-là. Mais en définitive, vu la manière dont le match s'est déroulé avec autant de buts quand même, c'était 1-1, je pense. Est-ce qu'on peut avoir la fiche donc, du résultat de ce match-là? Iran, Nouvelle-Zélande, l'Iran aussi qui est en train de pas mal évoluer dans la zone asiatique quand même du monde. Un beau football qui est pratiqué malgré quand même le fait que ce soit un pays qui ne soit pas toujours forcément l'un des meilleurs où évoluer tout le temps. Il y a quelques soucis, on sait aussi ce qui se passe dans cette zone-là avec les États-Unis, etc. Mais ça n'empêche pas à ces gars-là d'arriver et de causer énormément de problèmes à la Nouvelle-Zélande, 2 buts partout. 2 buts partout, oui. Il faut déjà dire que les 2 équipes qui viennent, ils ne sont pas toujours habitués à venir au mondial. Donc, quand on a maintenant un mondial à 48 équipes, forcément que c'est plus élargi en termes de pays participatifs à ce mondial-là. Et c'était un match entre 2 équipes de niveau relativement similaire. Et ça n'a pas manqué, match nul, 2-2. Ils se sont donné des coups, ils ont reçu des coups, ils ont donné des coups. Et un match ping-pong, comme vous le dites souvent, 2-2 à la fin du match, c'est assez intéressant. L'Irak qui évolue en 4-4-2, assez compact, entre les lignes, qui ne laisse pas beaucoup d'Espagne, fait un football d'abord défensif avant que ça soit offensif, et qui a aussi fait une belle préparation, plus ou moins une victoire, un nul, une défaite, et notamment un nul contre l'Espagne, si je ne m'abuse. Ils sont sur une bonne dynamique quand même avant d'arriver dans ce mondial. Et ce match 2-2, avec un point pris, je pense que pour eux, c'est quand même un bon début. Même si par la suite, il y aura des équipes assez solides, assez intéressantes. Et voilà la Belgique et l'Égypte derrière. Et là encore, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, notamment l'Égypte qui n'est pas très sereine, même si on va en parler, match nul contre la Belgique, grosse performance, mais on va quand même dire que ces 3 équipes, que ce soit l'Iran, la Nouvelle-Zélande, l'Égypte, c'est plus ou moins le même niveau. C'est après la Belgique et les Diables Rouges qui sont au-dessus normalement. Donc c'est dans ces trois équipes vont se batailler pour la 2e, 3e place. Et je pense qu'il y a de quoi faire pour se qualifier quand même, avec les 8 meilleurs 3e qui vont se qualifier. Très bien, tableau statistique aussi. On va voir ce que ça donne en termes de chiffres avant de parler de l'autre match nul de cette soirée hier, qui était une soirée festival de match nul. On le rappelle, 17 frappes cadrées pour l'Iran qui a dominé dans les occasions. Pas cadrées, 17 frappes, donc 4 cadrées et 13 frappes seulement. Mais 8 cadrés pour la Nouvelle-Zélande, donc la Nouvelle-Zélande qui a beaucoup plus accroché le cadre. Mais les 2 équipes ont fini au coude à coude au niveau du score, une possession, on va dire, quasi similaire. 47, 53. On est presque sur du 50-50. Donc finalement, c'est un match, comme vous l'avez dit, de 2 équipes de même niveau. Et ça, c'est vu sur la feuille de match. Là où il n'y a pas même niveau, c'est le match dont on parle à présent. C'est l'autre équipe africaine qui est rentrée en liste, l'Égypte,
qui a glané un point, elle aussi, après d'autres équipes qui ont pu avoir un point comme le Maroc. L'Égypte a fait match nul aussi face à un mastodonte quand même européen, la Belgique qui a été numéro 1 mondial quand même quelques années, même si elle n'a jamais gagné de mondial, mais au pointage de la FIFA, elle se retrouvait en haut de l'affiche. Est-ce qu'on peut avoir justement cette affiche Belgique-Égypte 2 partout également? Et je pense même qu'à un moment, la Belgique a couru après le score. Un partout, pardon, un partout. La Belgique a couru après le score, l'Égypte avait marqué en premier, alors qu'elle était dominée dans le match sur la possession. L'Égypte était dominée sur la possession et il a même fallu un but contre son camp pour égaliser. C'est dire l'inefficacité offensive des Diables Rouges. Dans ce match, on a une équipe assez dominatrice de la Belgique. Ça n'a pas manqué, ils sont forts, sur le papier ils sont forts, techniquement ils sont forts, physiquement ils sont forts, sauf que celui qui connaît le football africain sait que l'Égypte défensivement c'est du très sérieux. C'est fort. C'est du très sérieux et hier ils étaient à un doigt de faire un peu la différence face à cette équipe belge. Malheureusement pour eux, ils ont encaissé ce but, ils ont marqué ce but contre son camp, c'est un peu malheureux. Il y a un buffle qui est rentré en même temps, ça aurait été difficile de résister au buffle, Lukaku. Et Lukaku, justement, qui n'aurait pas dû être là, hein. Il n'a pratiquement pas joué de la saison. Tout le monde disait, mais comment on l'amène au mondial? Là, il a déjà commencé à quand même sauver la mise à cette équipe. Ce n'était pas son but, mais grosse pression quand même de Lukaku sur le but. En fait, s'il n'y a pas dégagement, il y a un but de Lukaku derrière. Si ce n'est pas un CSC. Tout à fait. Même, il faut aussi dire que ce but arrive juste après qu'il est entré. Donc, c'est directement action-réaction. Il entre, il impacte directement le match. Et il était sur le banc, je pense aussi, c'est à cause de sa saison qui n'a pas été bonne en termes de présence déjà sur le terrain et des statistiques. Et je pense même qu'il va quitter son club de Naples, c'est quasi acté. Cette équipe de Diable Rouge, la génération dorée derrière, la génération de Hazard, Kevin De Bruyne, Prime, Thibaut Courtois, Prime derrière, mais aujourd'hui il y a quand même de bons restes de joueurs, les Marcus, les Jérémy Doku, Tutea, des joueurs comme ça qui sont encore assez, très jeunes. C'est pas non plus une Belgique qui est totalement finie. Il y a quand même encore des joueurs de première ligue titulaires quand même, dont un d'Arsenal qui est là aussi, son nom m'échappe d'ailleurs, titulaire à Arsenal. Trossard, qui était également titulaire sur ce match-là, avec autant de joueurs, ne pas arriver à percer le verrou égyptien. Et moi, j'ai même dit à quelqu'un, alors qu'on regardait le match, attention, il faut se rappeler que l'Égypte, lorsqu'elle marque, c'est compliqué. Le but, c'est compliqué. C'est historiquement comme ça. Même la CAN, je pense qu'ils sont allés jusqu'en finale de la CAN comme ça. C'est quand ça sert derrière pour le vrai. Et hier, ça n'a pas manqué. Je pense qu'ils sont capables de s'adapter à plusieurs situations. Ils sont capables de jouer offensivement et défensivement. Quand ils sont face à une grosse équipe comme la Belgique notamment, ils vont jouer plus défensif. Et quand ils sont face à des adversaires qui vont venir par la suite, l'Irak et la Nouvelle-Zélande, je pense qu'ils vont jouer plus offensif. Ils vont essayer de développer du jeu afin de gagner des rencontres et je pense qu'ils vont quand même passer. Ils ne vont pas être derniers de ce groupe quand même. Ça, je pense qu'on peut l'acter. Allez, tableau statistique aussi de ce match-là pour qu'on puisse avoir clairement sous nos yeux ce qui s'est passé, la manière dont ce match s'est déroulé. Cela s'affiche également sur votre petit écran. Si vous nous rejoignez, nous sommes sur le 24 mondial sur Gabon 24 et ce programme qui a été mis en place spécialement pour vous pendant ce mondial pour qu'on puisse décrypter ensemble de l'actualité de la 23e édition de la Coupe du Monde FIFA. 15 tirs d'un côté, 14 de l'autre, assez équilibré, 3 cadrés, 4 de l'autre, assez équilibré aussi, 53-47 de possession, quand même équilibré dans l'ensemble, beaucoup plus de passes du côté belge, ça c'est normal, mais la Belgique visiblement a beaucoup gambergé. Je pense que ça a joué, c'était un match de handball plutôt qu'un match de football, une équipe devant sa défense et l'autre qui essaye de contourner sans réellement trouver de solution. Mais je pense aussi que c'est le premier match, la Belgique va peut-être monter en régime par la suite, Habib? C'est ce qu'on doit voir quand même. Si dans une compétition, c'est souvent comme ça pour certaines grandes équipes qui ont été à l'allumage. On pense notamment à l'Euro 2016 avec le Portugal qui fait 3 matchs nuls dans leur poule et qui remporte finalement le trophée. On pense notamment en 2022 à l'Argentine qui perd son premier match et au final qui gagne le reste du tournoi. On pense à l'Espagne en 2010 qui fait 2 matchs nuls, une victoire, un match nul comme ça. En tout cas, 4,5 points comme ça dans la poule et qui gagne et qui remporte au final. Donc parfois, pour certaines grandes équipes, un retard à l'allumage peut être une piqûre d'abeille pour te rappeler que oui, tu dois faire mieux
tu n'es pas encore arrivé, il y a beaucoup de travail encore à faire. Et je pense que la Belgique a de quoi aller le plus loin possible, produire un meilleur football par rapport à hier, ce qu'on a vu cette nuit. Et je pense qu'ils vont le faire, ils vont quand même le faire, ils vont y aller, ils vont produire du jeu et ça ne va pas manquer, ils vont aller le plus loin, ils vont quand même aller loin cette équipe, ils vont aller loin, j'y crois. Ok, on va aller sur le fait du jour. Hervé Renard, on va aller sur le fait du jour. On parle de Hervé Renard qui, lui, est désormais le sélectionneur de la Tunisie. On a évité d'en parler hier parce qu'on n'avait pas encore la confirmation de cette information de Sabri Lamouchi qui aurait été débarqué après cette défaite face à la Suède 5-1. Mais ça a été confirmé, Sabri Lamouchi libre. Et Hervé Renard, dont on parlait tout à l'heure avec l'Arabie Saoudite, qui est lui un vrai coach de sélection africaine et qui a réussi à gagner 2 titres quasi d'affilée. Et là, il va essayer de sauver le bateau tunisien. Hervé Renard, j'ai l'impression que c'est un peu le commando, celui qu'on appelle quand il y a un feu. Rappelez-vous déjà en 2015, Sabri Lamouchi déjà, alors coach de la Côte d'Ivoire. Lors du Mondial 2014, il était sorti par la petite porte, il était évincé de son poste, remplacé par Hervé Renard déjà en 2015. Et derrière, la deuxième fois qu'il remplace le même coach avec une sélection africaine, 2 sélections africaines différentes, mais toujours le même scénario. Lamouchi qui sort, Renard qui le remplace. Et derrière, il a remporté le tournoi, il a remporté la CAN pour la Côte d'Ivoire. 2 années plus tôt avec la Zambie, il revient, on l'appelle, il remporte la CAN avec la Zambie. 2 années plus tôt, il prend la Zambie, créé de toutes parts, de toutes pièces, il amène la Zambie jusqu'en quart de finale de la CAN. C'est même lui qui est aussi à la base de la construction du Maroc entre 2017 et 2000. Effectivement, donc, en termes de coach de sélection africaine, il est assez connu, il a ses références à ce niveau-là. Et c'est même un fait, il n'a pas réellement coaché de coach, il n'a pas coaché de club, il n'a pas réellement été coach de club, à part Lille, Sochaux, 2 clubs un peu. Oui, je pense que c'est Lille est beaucoup plus Sochaux et après Sochaux, dès qu'il a commencé avec les sélections africaines, il ne les a plus jamais quittés. Et on souhaite à la Tunisie qu'il puisse amener cette révolution et peut-être nous faire un parcours à la Emers Faye qui avait aussi remplacé quelqu'un sur le banc de la Côte d'Ivoire et qui a fini par avoir la CAN. Le mondial, ça va être une autre affaire à avoir. Nous, ça nous permet de parler des matchs d'aujourd'hui très rapidement avec ce groupe qui démarre aujourd'hui avec un France-Sénégal. 2 équipes africaines entre en lice aujourd'hui, le Sénégal et l'Algérie, et face à 2 grandes nations du monde qui font partie du top 3 d'ailleurs, je pense, France-Argentine. Donc France-Sénégal, Argentine-Algérie. On va se focaliser sur ces 2 matchs pendant que l'affiche reste sur l'écran une petite seconde pour que vous ayez 20 heures. France-Sénégal, on se rappelle d'un 2002. Pourquoi pas? France-Sénégal, bon. Après, les 2 équipes sont relativement du même niveau, j'ai envie de dire. La France qui a moins de certitude dans son jeu et le Sénégal qui a plus de certitude dans son jeu. Et en ce sens, on peut dire que les 2 équipes ont le même niveau, même si beaucoup de spectateurs, beaucoup d'observateurs vont penser que le Sénégal, pays africain, est assez faible par rapport à la France. Mais j'ai envie de dire que c'est le main event de ce jour, un gros match à ne pas manquer. Il faut être câblé du début à la fin du match pour ne rien manquer. Et j'ai l'impression qu'on va assister à un beau spectacle de football. Ça va être un très beau spectacle de football. Et si on parlait des forces en présence, en France, on a quand même des attaquants de très haut niveau qui ont d'ailleurs joué la Ligue des Champions là tout récemment. Au Sénégal, on n'a pas des moindres aussi. On a un Sadio Mané qui est le capitaine emblématique de cette équipe-là qui va essayer de tirer tous ces jeunes. Mais les jeunes au Sénégal, il y en a quand même un flou. Il y a à boire, il y a à manger. Il y a tellement de bons joueurs. Il y a tellement de bons joueurs à tous les postes en plus, au milieu de terrain notamment. Tellement de bons joueurs. On peut parler de Pape Matassa, très bon joueur en première ligue. On peut parler de Lamine Camara, on peut parler de plein de joueurs. Et aujourd'hui, ces joueurs sont presque comme j'ai envie de dire des leaders, des joueurs importants déjà dans cette sélection-là. Et ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de sélections africaines. Parce que mettre les jeunes aussi en valeur comme ça, c'est pas facile. Mais le Sénégal a une structure, formation au pays là-bas qui est très bien structurée. Franchement, c'est très professionnel. Et aujourd'hui, on le voit encore dans les footballs des catégories inférieures. Le Sénégal qui va souvent très loin, que ce soit dans les CAN, que ce soit dans les compétitions continentales, que ce soit dans les compétitions intercontinentales, dans les Coupes du Monde, le Sénégal va toujours très loin. Et ça symbolise un peu le niveau de ces équipes, de ces catégories inférieures de joueurs qui montent au fur et à mesure avec les sélections et dont le sélectionneur n'hésite pas à appeler, ce qui est aussi très bien. Le sélectionneur n'hésite pas à appeler ces joueurs qui ont ce niveau-là, mais il y a tellement de joueurs que qui appeler, qui laisser.
Et aujourd'hui, on voit que ces joueurs qui se développent, ils viennent en sélection, ils ont leur place, ils jouent et ils prouvent. Il joue et il prouve. On va parler aussi donc rapidement de Argentine-Algérie, qui est l'autre affiche d'une équipe africaine qui va affronter le champion en titre. Attention, ça va être très fort d'entrée pour l'Argentine aussi, mais on l'a vu, c'est un mondial qui commence à être un mondial à surprise, on a envie de dire. Et ça reste d'ailleurs, Habib, le mondial des surprises auxquelles on est en train d'assister. On en a déjà eu quelques-unes qui peuvent encore être, bon, j'ai envie de dire, peuvent être acceptables comme pour le Sénégal, comme pour le Brésil, etc. Mais s'il y a défaite de l'Argentine, par exemple, ou de la France, ça peut créer un tollé. Même si on dit, même si vous l'avez dit, si le Sénégal bat la France, ce ne sera pas un tremblement de terre. Ça sera un peu logique. Tout à fait. Ça, enfin, je n'ai pas envie de dire qu'il y aura tremblement de terre en cas de défaite de la France face au Sénégal, mais encore une fois, c'est deux équipes du même niveau, même si beaucoup d'observateurs pensent que le Sénégal, petite équipe, mais ce n'est pas le cas. Le Sénégal est quand même vainqueur. Vainqueur sur le terrain, on va le dire comme ça, de la Coupe d'Afrique des Nations. On va parler là-dessus, c'est tellement un sujet qui passionne. On peut affirmer que c'est vainqueur sur le terrain, jusqu'à ce que le TAS nous dise. J'ai encore revu la feuille de match aujourd'hui, j'étais subjugué, j'ai vu 3-0 tapis vert pour le Sénégal, mais moi j'ai le souvenir d'avoir vu un match, une finale, Sénégal-Maroc, remporté par une équipe. Bon, après, on a dit le Maroc a remporté. Maroc a remporté, on va rester là-dessus. Donc, la France-Sénégal, c'est un match assez compliqué. Les Sénégalais, je pense qu'ils auront leur carte à jouer. Il y a tellement de failles dans cette équipe de France, un peu disproportionnel. Un milieu de terrain, mais pas productif en France. Pas créatif, assez solide, intense, mais pas créatif. Et c'est cette ligne d'attaque de 4 attaquants presque, avec Olysée, Mbappé, Doué, Dembélé. Il y a tellement de talent dans cette équipe que même sur 3-4 occasions, il peut faire la différence. Donc le Sénégal va devoir être sur le qui-vive défensivement déjà, être solide défensivement afin de pouvoir faire mal à cette équipe offensivement. Et il y a de quoi faire. Il y a de quoi vraiment faire mal à cette équipe de la France. Et je pense que le Sénégal a les qualités pour aller jouer, pour essayer d'aller gagner cette rencontre. Habib, je vous donne une colle, ou plutôt même 2 colles. On ne l'a pas encore fait depuis le début de cette émission. Pronostic, Habib. France-Sénégal, Argentine-Algérie. France-Sénégal. J'ai envie de partir sur un match nul. Un match nul peut-être foufou 2-2. 2-2, match nul foufou 2-2. Et ça va aussi mettre en honneur notre équipe africaine qui est le Sénégal. On a envie qu'il fasse de bons résultats dans ce mondial. De l'autre côté, Argentine, Algérie, c'est un peu compliqué. Ouais. Ils sont sur une bonne préparation pour le mondial, même si la réalité des matchs amicaux ne sont pas forcément la réalité des compétitions. Et l'Argentine qui est sur une bonne période, une bonne dynamique afin d'arriver dans ce mondial. J'ai envie de dire, l'Argentine qui joue en 4-4-2 ou 4-2-3-1 selon le positionnement que chacun donne à Lionel Messi, qui revient souvent très bas, alors qu'il joue peut-être second attaquant, presque neuf, il marche beaucoup. Est-ce que ce n'est pas aussi une question d'âge? Lionel Messi, on a l'impression que plus il a vieilli, plus il a reculé sur le terrain. Non, je ne dirais pas que c'est une question d'âge, parce que depuis même lors de ses 28 ans, 29 ans, il marchait déjà beaucoup au Barça. Donc c'est quelqu'un qui est habitué à beaucoup marcher, à beaucoup s'économiser sur le terrain afin d'être décisif sur chaque occasion, et il a l'habitude de le faire. Et il faut aussi dire que Lionel Messi vise le record de meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. Il y a Miroslav Klose qui est devant lui. Et il y a 2 longueurs. Je pense que R9 aussi. R9 est devant lui, mais R9 il n'est pas le meilleur buteur de l'histoire. Il a 1 but de moins. Mais il a 2 buts de moins par rapport à Miroslav Klose. Donc il aura l'ambition d'aller le plus loin possible, de marquer 2-3 buts, même minimum 3 buts. Il dépasserait déjà Miroslav Klose. De l'autre côté aussi, j'ai envie de le dire, Mbappé, qui est aussi à 4 longueurs de Miroslav Klose. Donc ces 2 joueurs vont essayer de marquer le plus de buts possible afin de dépasser. Même je pense quand même que Mbappé a de quoi faire plus que Lionel Messi, qui par rapport à son âge est un peu sur la fin. Mais avec les pénaltys, les coups francs dont il a le secret, il peut le faire. Pour revenir sur le pronostic du match Argentine-Algérie, j'ai envie de dire, c'est un peu compliqué. J'ai envie que l'Algérie prenne des points, mais l'Argentine quand même super favori de ce match, disons 3-1.
3-1, ça c'est le dernier mot de David Bromando. Nous sommes à la fin de cette émission 2-2. Enregistrez ce pronostic parce que moi aussi je suis d'accord pour ce pronostic. 2-2 Argentine-Sénégal, 3-1, non 2-2 France-Sénégal, 3-1 Argentine-Algérie. Ça va se passer à partir de 20h pour France-Sénégal, à l'heure du Gabon je pense bien. Et nous on va se retrouver très vite, très vite pour débriefer de ces matchs-là dès demain. Donc c'est le moment pour nous de nous dire aussi au revoir, mesdames, messieurs. C'est le moment pour nous aussi de nous quitter et d'arriver à la fin de cette émission. On se retrouve demain exactement à la même heure. Profitez bien de vos matchs et rappelez-vous que les programmes de Gabon 24 se poursuivent sur l'ensemble de nos plateformes. Allez, ciao.